Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 7 avril. Escalade meurtrière au 39e jour de la guerre au Moyen-Orient. Les frappes américano-sionistes contre l'Iran font 49 morts et 58 blessés en 24 heures. Une civilisation entière va mourir ce soir. Menace apocalyptique du président américain Donald Trump alors qu'expire ce soir son dernier ultimatum adressé à Téhéran. Le président iranien Masoud Pezeshkian adopte une posture de résilience ultime, se déclarant prêt à sacrifier sa vie aux côtés de 14 millions de volontaires pour défendre l'Iran. Alger et Nouakchott signent plusieurs accords bilatéraux couvrant des secteurs vitaux, un partenariat d'envergure, pilier de la cohésion et de la sécurité régionale. Et puis la prochaine visite en Algérie du pape Léon XIV, qualifié de carrefour de fraternité universelle par le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger. Bonsoir à tous. Aucun signe de désescalade n'apparaît au 39e jour de la guerre au Moyen-Orient. Les frappes américano-sionistes ont causé la mort de 49 civils iraniens et blessé 58 autres en seulement 24 heures, portant le bilan total à plus de 3500 morts depuis le début de la guerre. L'organisation iranienne de défense des droits humains a indiqué avoir recensé plus de 570 frappes sur l'Iran, à l'heure où Donald Trump menace d'une destruction totale si le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert. Et selon les informations rapportées par l'agence de presse iranienne Mehr, les services de secours ont extrait les corps de 6 victimes des décombres d'un immeuble résidentiel dans la ville de Pardis, située en périphérie est de Téhéran, imputant ce drame à un bombardement mené par les forces américano-sionistes. Suite à cette frappe qui a visé une zone d'habitation dense et causé de nombreuses victimes parmi la population civile, les autorités locales font également état de dommages matériels considérables dans le secteur. Et aucun lieu ne semble à l'abri des bombardements en Iran. La synagogue Rafi Nia de Téhéran a été complètement détruite lors d'une vague de frappes aériennes menée par les forces américano-sionistes. D'autres sites stratégiques et civils de la capitale iranienne ont été touchés par les missiles américano-sionistes, à l'instar de l'université technologique de Sharif et l'Institut Pasteur. De son côté, l'Iran a frappé une nouvelle fois au cœur des territoires occupés par l'entité sioniste, causant des dégâts dans plusieurs villes du centre. Des tirs de missiles iraniens ont également touché la ville d'Eliat dans le sud. Reconnaissant un moment critique hier, le président américain a confirmé l'ultimatum fixé à Téhéran. Celui-ci doit plutôt accepter un accord dont les termes ne sont guère précisés avant ce soir à 20h à Washington. Dans le cas contraire, Donald Trump a menacé d'anéantir les infrastructures civiles iraniennes au risque de provoquer une escalade majeure. Je ne veux pas vous le dire, je ne veux pas vous le dire. Nous avons un plan, grâce à la puissance de notre armée, qui prévoit la destruction de tous les ponts en Iran d'ici minuit, ainsi que la mise hors service de toutes les centrales électriques. Elles brûleront, exploseront et ne serviront plus jamais. Je veux dire une démolition complète d'ici minuit. Et cela se ferait en 4 heures si nous le voulions. Nous ne voulons pas que cela arrive. Nous pourrions même les aider à reconstruire leur pays. Et puis, j'ai reçu un appel de Witkoff, Kushner et J.D. Vance qui m'ont dit « Je crois qu'ils sont en train de rompre l'accord ». J'ai dit « Dites-leur que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, mais dites-leur de regarder par la fenêtre
fenêtre. Et 45 minutes plus tard, j'ai donné l'ordre de détruire le plus grand pont. J'ai donné l'ordre de détruire le plus grand pont, je crois, du Moyen-Orient, mais en tout cas, le plus grand d'Iran. Et 10 minutes après avoir donné cet ordre, ce pont était détruit. Par ailleurs, Donald Trump a vivement critiqué l'OTAN et ses alliés traditionnels du Pacifique, Corée du Sud, Australie et Japon, les accusant d'un manque de soutien opérationnel face aux tensions avec l'Iran. L'OTAN, c'est un tigre de papier. L'OTAN, c'est nous. Et quand on avait besoin d'eux, d'ailleurs, on n'en avait pas besoin. Évidemment, parce qu'ils nous ont absolument pas aidés. Bien au contraire. Et ils ont même tout fait pour ne pas nous aider. Ils n'ont même pas voulu nous fournir de pistes d'atterrissage. Imaginez un peu. Il n'y a pas que l'OTAN. Vous savez qui d'autre ne nous a pas aidés? La Corée du Sud. Vous savez qui d'autre ne nous a pas aidés? L'Australie. Vous savez qui d'autre ne nous a pas aidés? Le Japon. Et le président américain est allé encore plus loin ce mardi. Je vous le disais en titre, Donald Trump a lancé un nouvel avertissement envers l'Iran à quelques heures de l'expiration de son ultimatum, menaçant le pays d'un anéantissement total. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a affirmé, je cite, « Une civilisation entière va mourir ce soir. Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas. » Fin de citation. L'Iran a annoncé la fin de sa patience stratégique, menaçant directement les intérêts américains et avertissant ses voisins que l'hébergement de forces américaines exposait leurs infrastructures énergétiques à des frappes. Le corps des gardiens de la révolution islamique a dans ce sens menacé de paralyser l'approvisionnement régional en pétrole et en gaz, tout en signalant qu'une attaque contre ces sites nucléaires provoquerait une riposte mondiale. Les autorités iraniennes ont appelé la population civile à former des chaînes humaines autour des sites stratégiques afin de constituer un rempart protecteur contre l'agression américano-sioniste, marquant ainsi une escalade majeure dans la crise actuelle. Et face à un ultimatum américain sur le détroit d'Ormuz, le président iranien Massoud Pezeshkian a adopté une posture de résistance ultime, se déclarant prêt à sacrifier sa propre vie. Téhéran a affirmé avoir mobilisé 14 millions de volontaires pour défendre le pays, une démonstration d'unité nationale visant à dissuader toute intervention étrangère. L'Iran rejette ainsi toute pression extérieure, préférant l'escalade à la concession sur sa souveraineté territoriale. Cette mobilisation sans précédent place la communauté internationale devant un risque de conflit régional aux conséquences mondiales majeures. Et après 39 jours de guerre et alors que l'ultimatum de Donald Trump s'apprête à expirer, la colère monte au sein de la population iranienne, choquée par le dédain et les propos du président américain. Même si les Iraniens voudraient voir les hostilités prendre fin, ils ne semblent pas vouloir capituler face à l'ennemi. Sohila Kilal. Ce mardi, les menaces de Donald Trump étaient sur toutes les langues et occupaient l'esprit de tous les Téhéranais. Une rhétorique agressive et très menaçante contre tout un pays que le président américain menace de détruire en une seule nuit. Les Iraniens estiment que les États-Unis n'ont pas les moyens de leurs menaces, non seulement en raison de la gravité de leur impact sur le reste du monde, mais également en raison des représailles qui risquent d'être, selon eux, à la hauteur du préjudice. Si les États-Unis étaient capables d'une telle action, ils l'auraient menée dès les premiers jours. Ils s'en abstiennent précisément parce qu'ils comprennent le poids psychologique qu'une telle initiative pourrait engendrer pour les pays du monde entier. Nos forces armées ont déjà démontré lors des précédentes attaques qu'en réponse à toute atteinte à nos infrastructures, nous ripostons avec une force 3 fois supérieure.
Résilients, les Iraniens soutiennent la décision de Téhéran qui a rejeté une proposition américaine négociée par le Pakistan prévoyant un cessez-le-feu immédiat et la levée du blocus de facto du détroit d'Ormuz, suivi de pourparlers sur un accord de paix plus large dans un délai de 15 à 20 jours. Les Iraniens estiment que le détroit d'Ormuz est une carte joker qu'il faut utiliser à bon escient et que le moment était venu pour éliminer l'entité sioniste et les bases américaines dans la région. Quand on détient un atout majeur qu'on a su exploiter avec succès et qui a porté ses fruits, pourquoi le céder si facilement à son adversaire? S'il nous a permis de gérer la guerre, de façonner la dynamique mondiale et d'influencer les flux énergétiques internationaux, sur quelle base devrions-nous prendre une décision aussi insensée? Non, en aucun cas. Nous préserverons ce détroit à jamais. La réponse de l'Iran doit être l'élimination totale d'Israël. Tout Israël doit être éradiqué. Et de même, les États-Unis ne doivent plus avoir de base autour de nous. La réponse iranienne comprenait 10 clauses dont la fin des conflits dans la région, un protocole pour un passage sûr à travers le détroit d'Ormuz, la levée des sanctions et la reconstruction. Entre les menaces incendiaires de Trump et la résilience iranienne, le monde retient son souffle et attend de voir la suite des événements. En attendant de trouver un accord, les hostilités se poursuivent et la liste des victimes s'alourdit au fil des heures. Par ailleurs, une attaque de drone iranienne a visé la base aérienne d'Ali al-Salem au Koweït hier, causant des blessures à 15 militaires américains. Selon les informations rapportées par la chaîne CBS News, cet incident porte le bilan total à 373 soldats américains blessés depuis le début de la guerre. Malgré l'interception de plusieurs projectiles par les systèmes de défense antiaérienne, certains missiles ont réussi à atteindre des zones logistiques de cette base stratégique située à proximité de la frontière irakienne. Et puis l'ambassadeur d'Iran à Karachi a indiqué ce mardi que les initiatives diplomatiques du Pakistan visant à désamorcer les tensions régionales atteignaient un tournant critique. Selon le diplomate, les efforts d'Islamabad pour faciliter un accord de paix global sont désormais entrés dans une phase décisive. L'entité sioniste poursuit également son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 10 martyrs ainsi que 44 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'élève à 72 312 martyrs et 172 134 blessés, en majorité des femmes et des enfants. L'Organisation mondiale de la santé a suspendu jusqu'à nouvel ordre les évacuations médicales de Gaza vers l'Égypte via le passage de Rafah à la suite d'un incident de sécurité ayant fait un mort parmi son personnel. L'OMS confirme avec une profonde tristesse le décès hier d'un collaborateur sous contrat avec l'organisation à Gaza lors d'un incident sécuritaire. 2 membres du personnel de l'OMS étaient présents mais indemnes. Nous présentons nos condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de la victime. Une enquête est en cours. Suite à cet incident, l'OMS a suspendu hier les évacuations médicales de patients de Gaza vers l'Égypte via Rafah. Ces évacuations resteront suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi le Premier ministre mauritanien Moktar Ould Diaye et la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba, et de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Amin Sid. قد سمحت لنا
Cette rencontre honorable nous a permis de transmettre un message écrit de son Excellence le Président de la République Mohamed Cheikh Al Ghazouani à son frère son Excellence le Président de la République Abdelmajid Tebboune. Cette occasion nous a également permis de transmettre les salutations fraternelles et sincères de son Excellence à son frère le Président Abdelmajid Tebboune, ainsi que de lui faire part de sa détermination et de sa volonté de poursuivre le travail à ses côtés, main dans la main, pour tout ce qui est de nature à renforcer, développer, élever le partenariat et les relations entre nos deux pays, la République islamique de Mauritanie et la République algérienne démocratique et populaire. Auparavant, le Premier ministre algérien Sifir Rieb avait co-présidé à Alger avec son homologue mauritanien Mokhtar Ould Diaye l'ouverture des travaux de la 20e session de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne de coopération. Les travaux de cette session ont porté sur l'examen des moyens de développer le partenariat bilatéral, d'encourager l'investissement et de faciliter les échanges commerciaux, tout en accordant une attention particulière au développement des zones frontalières et au renforcement de l'intégration économique entre les deux pays. Le Premier ministre algérien et son homologue mauritanien ont par la suite co-présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords bilatéraux couvrant des secteurs vitaux. Cela comprend notamment un accord de coopération visant à renforcer les opportunités d'investissement et d'affaires entre le Conseil du renouveau économique algérien et l'Union nationale du patronat mauritanien et un accord de coopération entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et son homologue mauritanienne. Plusieurs autres accords ont concerné notamment les secteurs de la jeunesse et des sports, la recherche scientifique, l'aviation civile, la formation professionnelle, la communication ou encore l'agriculture. Et à l'issue de la signature des accords bilatéraux, le Premier ministre algérien a indiqué que cette étape marquait une avancée majeure mais restait tributaire de la levée concrète des obstacles opérationnels. Une série d'accords bilatéraux, de mémorandums d'entente et de programmes exécutifs ont été signés dans divers domaines, ce qui contribuera sans aucun doute à renforcer le cadre juridique et donnera un élan fort aux relations de coopération bilatérale. D'un autre côté, les acquis réalisés exigent impérativement leur consolidation à travers la création des conditions nécessaires à leur développement et la levée des obstacles entravant leur mise en œuvre. C'est dans cette optique que nous avons examiné les différentes entraves et difficultés qui continuent de gêner la progression de la coopération bilatérale, ce qui nous a conduit à formuler une série de recommandations visant à les surmonter au service des intérêts communs des deux pays. De son côté, le Premier ministre mauritanien a affirmé que l'Algérie et la Mauritanie consolidaient leur partenariat stratégique par la finalisation rapide des cadres juridiques et une volonté politique commune mettant en avant le projet phare de la route Tindouf-Zouérate. Les perspectives de coopération entre les deux pays sont prometteuses et la volonté politique est pleinement présente. Les cadres et mécanismes juridiques seront complétés dans les plus brefs délais grâce aux démarches engagées aujourd'hui. L'un des projets les plus importants est la route reliant les deux pays dont les travaux sont actuellement en cours, bénéficiant d'un financement généreux de nos frères en Algérie. À cette occasion, nous renouvelons nos remerciements et notre gratitude pour ce soutien. Ce projet aura des retombées majeures pour le renforcement des échanges et de la coopération, non seulement entre nos deux pays, mais également avec l'ensemble des États de la région et du continent. Par ailleurs, le Premier ministre algérien est revenu sur la deuxième session de la commission sécuritaire conjointe tenue les 9 et 10 juillet dernier à Alger et qui a scellé le renforcement de la coopération entre les deux pays pour sécuriser leurs bandes frontalières communes.
Dans le domaine de la coopération sécuritaire, les deux pays œuvrent à renforcer la coordination dans la lutte contre les différentes menaces sécuritaires au niveau des zones frontalières, notamment le crime organisé, le terrorisme, la migration clandestine, le trafic de stupéfiants et d'autres formes de menaces. Cet engagement s'est matérialisé lors de la deuxième session de la commission sécuritaire conjointe tenue le 9 et 10 juillet 2025 à Alger. Cette rencontre a permis d'évaluer de manière précise la situation sécuritaire au niveau régional et le long de la bande frontalière et de tracer des perspectives pour l'amélioration de la coopération dans ce domaine stratégique. L'Algérie et la Mauritanie consolident donc leur partenariat stratégique par des projets d'envergure visant une intégration économique accrue. Ce rapprochement, fondé sur des liens historiques solides, aspire à stimuler la croissance mutuelle et à stabiliser durablement la région. Amal Amzian Zitouni. L'élan contemporain qui anime les relations entre l'Algérie et la Mauritanie témoigne d'une volonté politique commune de transcender les cadres traditionnels de la diplomatie pour instaurer une ère de prospérité partagée. Ce rapprochement stratégique se cristallise aujourd'hui à travers une série d'initiatives d'envergure, de rencontres de haut niveau et de forums économiques, dont la finalité est de transmuter la convergence historique et la profondeur socio-culturelle liant les deux nations ont des projets industriels et commerciaux concrets. Cette dynamique s'inscrit désormais dans une vision holistique d'intégration régionale, visant à faire passer les intentions de coopération au stade de partenariat stratégique intégré, soutenu par des institutions bilatérales pérennes et des infrastructures structurantes de premier plan. Les travaux de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne de coopération s'imposent comme la clé de voûte de cette architecture bilatérale renouvelée. Véritable laboratoire d'idées et de décisions souveraines, cette instance constitue une fenêtre vitale ouvrant sur des opportunités inédites de renforcement des flux commerciaux et financiers. Elle incarne par sa régularité et la densité de son agenda le paradigme du bon voisinage que l'Algérie érige en pilier fondamental de sa doctrine de politique étrangère, en plaçant l'intérêt mutuel au cœur de ses préoccupations. Ce dialogue interétatique devient un levier puissant pour la stabilité de la zone sahélo-saharienne. Les protocoles d'accord et les conventions de coopération paraphés par les chefs de gouvernement respectifs visent à consacrer l'excellence de ce rapprochement, tout en capitalisant sur le poids géopolitique majeur de l'Algérie dans l'espace africain. Ces étapes, mûrement réfléchies et portées par une vision de long terme, posent les jalons d'un renouveau économique fondé sur la synergie de la géopolitique et de l'histoire. L'ambition affichée est claire. Faire de l'axe Alger-Nouakchott une artère de développement vitale, capable de relier la façade méditerranéenne au cœur battant du continent. Ce corridor de croissance ne se limite pas à une simple zone d'échange, mais se veut le socle d'une intégration maghrébine renforcée, capable de répondre aux défis sécuritaires et climatiques actuels par le biais du progrès social et de l'essor industriel. Je vous en parlais également en titre. À moins d'une semaine de la visite du pape Léon XIV en Algérie, le cardinal Jean-Paul Vesco a souligné, via l'agence de presse algérienne APS, la portée historique de ce périple en Algérie, le décrivant comme un pont reliant les mondes chrétiens et musulmans, tout en reflétant la richesse de l'histoire du pays. Ce voyage symbolique magnifie, selon le cardinal, la position stratégique et la richesse civilisationnelle du pays, tout en prônant un dialogue sincère pour la paix universelle. C'est la première visite d'un pape en Algérie, donc évidemment qu'elle est historique. Moi, je trouve que c'est une visite qui est pleine de sens, précisément parce que c'est un responsable spirituel chrétien qui visite un pays qui, dans son immense majorité, n'est pas chrétien. Et ça, c'est intéressant pour aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, quand il a parlé de son désir de venir en Algérie, dans l'avion qui le ramenait du Liban, il a dit « Je veux continuer à construire des ponts entre le monde chrétien et le monde musulman. » Et voilà, et ben ça rend compte de la richesse de l'Algérie, de la richesse de son histoire,
la richesse de sa situation, à la fois sur le pourtour méditerranéen, à la fois entre le nord et le sud, à la fois voilà, sur ce continent africain. C'est évidemment la terre de Saint-Augustin, donc ça aussi replace d'une certaine manière, ça redonne une profondeur à la grande histoire de l'Algérie d'aujourd'hui. Le pape Léon, lorsqu'il n'était pas encore pape évidemment, et même pas cardinal, est venu à 2 reprises en Algérie. Il connaît l'Algérie, un peu, il connaît les sites de Saint-Augustin, mais là il revient, c'est un homme différent qui revient. L'archevêque d'Alger a également abordé le dossier mémoriel appelant à une reconnaissance explicite des blessures de la colonisation française et des essais nucléaires algériens de cœur et de nationalité. Le cardinal Jean-Paul Vesco a conclu par un vibrant hommage à la fraternité et à l'identité sereine du peuple algérien. L'Algérie et tout le continent africain a subi voilà, la violence, l'injustice, et le crime colonial. Voilà. C'est vrai, ça a laissé des traces dans tous ces pays, ça a laissé des traces en Algérie, mais aussi dans, voilà, pas simplement à Reagan ou ailleurs, mais aussi dans le cœur. Il y a une blessure, parce qu'il y a une humiliation. Et cette humiliation, on n'en vient pas à bout comme ça. Il a manqué des paroles de vérité sur cette période. Et étant moi-même et français et algérien, je le vois différemment depuis 20 ans que je vis en Algérie. Et je vois bien qu'il y a, que ces paroles ont manqué. Je rêverais, évidemment, que des paroles puissent être dites, simplement de reconnaissance d'une souffrance subie, et pour qu'enfin il soit possible de tourner la page de cette histoire-là. J'en rêve, voilà, j'en rêve, je fais partie voilà, je le demande, et je le demande au Saint-Père, je le demande au Pape, comme je l'ai demandé à toutes les autorités qui sont en capacité de le faire. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.